Daniel Henry, est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer ton parcours et comment tu es venu à la médecine des ventouses? Donc, initialement, je suis kinésithérapeute. J'ai fait aussi une formation après mes études de kiné et d'ostéopathie en Angleterre. Et j'ai été formé aussi en acupuncture médecine chinoise. Parallèlement, toutes ces études, naturellement, se sont faites sur une période d'une trentaine d'années. J'ai posé ma première ventouse en 1966. La technique a suivi intimement ma propre progression de formation, c'est-à-dire que lors de la kinésithérapie, lorsque j'étais simple kiné, j'ai posé des ventouses avec mon raisonnement kiné. Quand j'ai fait mes 4 années d'ostéopathie en Angleterre, j'ai additionné les notions d'ostéopathie au concept de médecine des ventouses qui m'a augmenté encore la perfectibilité des résultats avec les ventouses. Parallèlement, j'ai donc fait 5 ans de formation de médecine chinoise, plus 3 ans de massage chinois et d'autres formations chinoises. J'ai donc additionné le concept de médecine énergétique chinoise à la médecine des ventouses, ce qui fait que la spécificité de la médecine des ventouses est le résultat d'une trilogie émanant des notions de kinésithérapie médecine générale, des notions d'ostéopathie et des notions de médecine traditionnelle chinoise. C'est cette spécificité qui caractérise la médecine des ventouses. Et aujourd'hui, ça fait combien d'années que tu pratiques la médecine des ventouses? Je pratique la médecine des ventouses depuis maintenant un demi-siècle. Ça fait 49 ans et demi que je fais des ventouses. Dans ma carrière, j'ai donc posé quelques 350 000 ventouses, ce qui me donne une toute petite idée de la validité probante réelle de cette technique. La médecine des ventouses, aujourd'hui, les gens s'en rappellent comme une médecine des grands-mères et une médecine traditionnelle. Quelle est la différence avec la médecine des ventouses que toi tu pratiques aujourd'hui? Les ventouses sont une technique de soins ancestrale qui était universelle et pratiquée sur tous les continents. Mais elles ont disparu progressivement de la thérapeutique médicale à partir de la Première et Deuxième Guerre mondiale. Il n'existait rien de crédibilité technique, scientifique, de codification précise faisant référence à des matières telles que l'anatomie, la physiologie, la physiopathologie, la neurophysiologie, qui sont les bases de nos études pouvant crédibiliser la perfectibilité de cette technique. C'est de toutes ces notions-là dont je me suis servi pendant 50 ans pour actualiser les ventouses à notre médecine contemporaine et la crédibiliser, la sortir de leur ésotérisme. C'est ce qui a fait la médecine des ventouses, qui est un terme et une technique déposée, protégée, de même que tous les principes de protocole thérapeutique qui ne sont antérieurement inexistants et qui ont une spécificité thérapeutique référente sous le label médecine des ventouses. Donc aujourd'hui, la médecine des ventouses est une science qui est scientifiquement prouvée. Elle est en constante évolution. La médecine des ventouses, ce n'est pas des pots de yaourt qu'on met sur la peau. La médecine des ventouses, si vous n'avez pas un raisonnement clinique précis en amont, vous n'aurez jamais le résultat en aval. Et ce n'est pas simplement mettre une ventouse sur un point ou bouger la ventouse avec de l'huile. Il faut que ça respecte des protocoles précis de topographie anatomique. Toute la médecine rhumatismale, la médecine du sport bénéficie d'une façon absolument fabuleuse quand c'est rigoureusement fait. Quelles sont les pathologies qui sont le plus indiquées pour la pose des ventouses? La pathologie respiratoire était la pathologie ancestrale que l'on connaissait. Les grands-mères, dès qu'on avait les premiers signes de rhume, de bronchite, elles posaient des ventouses et elles avaient manifestement déjà des résultats. Quand j'ai commencé à poser les ventouses, je les ai aussi posées d'une cette façon presque empirique, pas scientifique, arbitraire, et j'obtenais des résultats.
C'est ma propre évolution thérapeutique qui m'a imposé de sortir les ventouses et de les rendre plus perfectives grâce à cette trilogie de formation kiné médecine générale, ostéopathie et médecine chinoise. Les indications donc se sont démultipliées. Les ventouses aussi, selon la topographie de pose, vont déclencher une action réflexe. Et c'est là que la médecine chinoise intervient dans la clinique précise et on va avoir des protocoles qu'on va même utiliser dans quelque chose d'insoupçonné, la pathologie psychosomatique. Donc ça va marcher aussi avec des précisions de pose à ce niveau-là. Qui plus est, c'est ce qu'on va utiliser aussi. On s'est aperçu que certains supports cutanés, qu'ils soient phytothérapiques, médicamenteux ou des huiles essentielles, qui spécifiquement posées à un endroit donné, et le fait de mettre une ventouse sur un point qui a déjà une fonction antalgique, plus un support cutané qui l'est lui-même, plus la ventouse qui va déclencher à ce niveau-là un réflexe d'hyperémie, la pénétration du produit va être majorée topographiquement sur un tendon qui souffre. C'est ça l'intérêt. De façon locale, directement, de façon locale, locale. Mais encore, par exemple, on va majorer dans des pathologies respiratoires si on va utiliser, par exemple, on l'explique dans nos formations, même chez les gens qui n'ont aucune formation en chinois, on leur explique le mécanisme, on va aller poser ça dans le dos sur des points très précis qu'on appelle les points CHU, qui sont des points référencés viscéraux, on va avoir des points CHU pour chaque viscère, du poumon, du cœur, de la rate, des reins et ainsi de suite. Si vous mettez par exemple sur un point qui est électivement un interrupteur poumon, si vous mettez électivement un support cutané qui va avoir une action poumon, tel que l'eucalyptus, l'uniaolie ou des choses comme ça, plus une ventouse, l'effet va être absolument majoré dans le résultat. Donc tout ça, ça ne s'improvise pas, ça correspond à une clinique de réflexion. Si vous ne l'avez pas, ça ne peut pas marcher. Évidemment, les ventouses vont être également utilisées pour des problèmes viscéraux. Par ce mécanisme réflexe. Gynéco. Bien et sûr. Pour des pathologies cutanées, par exemple. Éventail. Donc, il y a tout un chapitre. Il est large. Absolument tout. On va utiliser dans les psoriasis, dans les eczémas, tous les problèmes de congestion pelvienne chez les femmes qui ont ces problèmes de douleur avant les règles, des jambes lourdes, des sensations de ballonnement. On a des spécificités de pose et des protocoles de pose. Si vous ne respectez pas le protocole, ça ne marchera pas. Donc il y a une technique, ce n'est pas de l'à peu près. Voilà. Daniel, il existe plusieurs techniques spécifiques à la médecine des ventouses et tu en as codifié en fait les termes pour pouvoir mieux les faire comprendre et pour pouvoir transmettre aussi cette science. Quelles sont en fait ces différentes techniques de pose? Dans la médecine des ventouses, à partir du moment où j'ai commencé, il fallait déjà aussi remettre de l'ordre, de manière à ce que tout le monde ait une dialectique commune et sache de quoi on parle. Antérieurement et ancestralement, on parlait de ventouses sèches et de ventouses humides. Donc, moi, depuis le début, j'ai parlé de ventouses à froid et de ventouses à chaud. Tous ces termes ont un copyright et sont protégés puisqu'ils n'existaient pas auparavant. La ventouse à froid, c'est la ventouse pneumatique qu'on fait avec un vide d'air et une pompe, et la ventouse classique, ventouse à chaud, on fait le vide donc avec une flamme à l'intérieur. De ces deux techniques, ici il y a une sous-classification spécifique éventuellement chacun, c'est la ventouse scarifiée. Alors, le terme de scarification, dans l'émotionnel de son énonciation, n'a rien à voir avec la bénignité de sa réalisation. Ça effraie les gens, mais ce n'est en aucune manière de la tauromachie. La scarification, c'est simplement une griffure de l'ordre de la griffure d'une rosier. Pourquoi travaille-t-on de cette manière?
Eh bien, certaines pathologies inflammatoires, en particulier dans toute la pathologie rhumatismale et surtout la formidable indication de la médecine des ventouses dans la médecine du sport, vous allez avoir toujours une congestion. Qu'est-ce que c'est qu'une congestion? Localement, c'est un processus qui s'enflamme. Même une migraine, quand elle va avoir mal ici au niveau occipital, il y a une congestion, stagnation, avec un processus inflammatoire. Mettre une ventouse simple va déjà mettre en mouvement la stagnation énergétique et décongestionner, mais des fois ce ne sera pas suffisant. Et c'est la scarification qui va permettre d'extraire à l'externe ce processus congestif pour permettre la récupération de l'énergie du parc et de la mécanique articulaire normale qui va retrouver son aisance articulaire. Mais pour la technique de scarification, on ne peut pas faire ça avec une improvisation. Ça demande une rigueur d'exécution et d'un principe d'asepsie qui sont enseignés dans le cadre de la médecine des ventouses. Et naturellement, tous les praticiens que nous formons ont eu cette information. Oui, c'est important. Il y a beaucoup de pathologies aujourd'hui qui nécessitent en fait une scarification. Ça serait probablement criminel de ne pas faire ce geste. Absolument. Disons qu'en faisant dans certains cas une ventouse simple, le résultat ne sera pas le même, il sera insuffisant. Dans certains cas, il faut aussi apprendre à scarifier, mais il faut savoir aussi les contre-indications. Tant d'un point de vue clinique, il y a des choses qu'on ne scarifie pas, il faut l'apprendre, ça ne s'improvise pas. Il y a des localisations anatomiques sur lesquelles il faut exercer ça avec prudence, ça s'apprend. Donc c'est pour ça que l'improvisation, Et puis le temps de pause aussi. Alors ça, le temps de pause est essentiel, je vais en parler un petit peu après, parce que selon les localisations anatomiques, il y a un temps de pause imparti. Si vous le dépassez, vous pouvez avoir des pépins. S'il est insuffisant, ça ne marchera pas. Donc tout ça, ça fait partie de la formation. C'est un principe de médecine des ventouses. Pour nous autres thérapeutes en médecine naturelle, en ostéopathie, kiné, physiothérapie, quel aspect la médecine des ventouses nous apporte en plus? Pourquoi devrions-nous pratiquer ou apprendre cette discipline? Chaque professionnel, dans sa spécificité, garde tout l'intérêt de ces techniques. La médecine des ventouses ne se substitue en aucune manière à ce que les professionnels savent. Ils possèdent une technique, elles sont valables, qu'ils continuent à les appliquer. Mais il n'existe aucune technique dans certaines pathologies chroniques qui vont apporter un tel confort thérapeutique aux thérapeutes que la médecine des ventouses va procurer. Tous les gens qui ont été formés maintenant depuis quelques 47 ans, quand je suis allé donner des cours à l'hôpital de Hanoï, les médecins vietnamiens étaient subjugués de la méthodologie de la médecine des ventouses parce qu'ils l'utilisaient d'une façon empirique encore. Or, si je reviens à ce que j'ai dit, si on n'a pas un bagage clinique, un bagage anatomique, une réflexion et une formation induite, honnêtement, ce sera une soupe immonde le résultat. Il faut réellement maîtriser ce qu'on fait. À partir du moment où les ostéopathes, par exemple, quand vous allez débloquer une colonne, eh bien dans certains cas, ça ne passe pas. Dans certains cas, il y a un tel verrou que tant la contraction du malade que le processus inflammatoire, de contracture, de verrouillage proprioceptif, du dérangement mineur articulaire, ainsi de suite, dans certains cas, si vous forcez, eh ben, vous allez augmenter momentanément le processus inflammatoire, ce qu'on ne cherche pas. Dans ces cas-là, vous allez appliquer des ventouses avant le geste manipulatif, et vous allez voir après la séance de ventouse, quand vous sélectionnerez votre niveau articulaire pour truster votre niveau thérapeutique, eh bien ça va passer, pouf,
comme dans du beurre. Le protocole de ventouse qui va vous permettre cette facilité, ce confort. Qui apportera un confort aux patients et aux thérapeutes. Bien sûr. Donc avant tout, ce qu'on peut retenir de la médecine des ventouses, c'est le terme pour moi, la rigueur. S'il n'y a pas de rigueur, vous n'aurez pas de résultat. D'ailleurs, dans le dernier livre, j'ai induit ce que j'appelle la charte des ventouses. La charte de ventouses qui correspond à 6 mots référents. Topographie, nombre, temps, association de points, simultanéité et technique. Tous ces critères sont nécessaires pour l'obtention d'un résultat avec la médecine des ventouses, ce qui la caractérise. Comment se former à la médecine des ventouses? L'enseignement se passe sur une journée. Certains peuvent imaginer qu'en une journée, on ne va pas apprendre grand-chose. Détrompez-vous. Le cours de médecine des ventouses est régulièrement plébiscité. Ça n'a pas changé depuis 37 ans, 40 ans, c'est toujours sur une journée intense. On commence le cours à 8h30, il y a globalement 8h30 de cours. Le matin, théorie clinique, où on apprend pathologie par pathologie l'intérêt de la modalité des ventouses, les méthodes d'action des ventouses, la différence entre ventouses à froid, ventouses à chaud, ventouses scarifiées, toute la pathologie clinique articulaire, la pathologie viscérale, la pathologie psychosomatique, la médecine du sport et ainsi de suite. L'après-midi, on est en pratique, chacun à son tour de rôle est praticien et exécutant et patient. On est à 2 par table et on passe en revue toutes les pathologies. Cervicales, épaules, on apprend les protocoles de pose, pourquoi ça marche comme ça, les contre-indications, pourquoi ne pas faire. Il faut, dans un enseignement, il faut apprendre à faire. Mais il faut surtout aussi apprendre à ne pas faire. La sécurité est essentielle. La médecine des ventouses ayant le vent en poupe, étant plébiscitée, ce que je dois dire, c'est que des fois, elle est lamentablement plagiée. Plagier peut être une forme de reconnaissance, mais malheureusement, quand je vois ce qu'on inculque à certains stagiaires qui reviennent après chez nous, c'est leur libre choix. Chacun va où il veut. Je n'ai pas le monopole de l'enseignement. Bien au contraire. Voilà dans mes mains le 3e tome de la médecine des ventouses, qui est sorti aujourd'hui même, et que j'ai l'honneur de voir quasiment en premier avant tout le monde. C'est le 3e volume, et tu as écrit 2 livres chez Très Daniel qui sont aujourd'hui des best-sellers. Donc voilà le 2e volume. Est-ce que tu as tout dit? La médecine des ventouses est née maintenant il y a 49 ans. Elle a été en constante perfectibilité thérapeutique. Mon souci, chaque fois, avait été de la rendre perfectible et adaptée à nos soins contemporains. Les différents livres sont sortis globalement avec une décennie de différence chacun. Donc, ce qui explique qu'entre-temps, des choses avaient changé. Il y avait certains protocoles thérapeutiques que j'estimais obsolètes. À ce jour, donc, comme j'ai dit, plus d'1 millier de praticiens dans toute l'Europe et universellement. Ce livre a été fait suite à la demande de beaucoup de ces praticiens qui me demandaient de faire un bréviaire de référence avec véritablement toutes les pathologies décrites, un peu de clinique et le rappel de la précision topographique de pose. Il a ce particularisme qu'il y a beaucoup de visuels. Il y a quelques 400 visuels thérapeutiques qui est totalement différent donc des précédents livres. Et puis, il y avait des choses, malheureusement, dont je n'avais pas pu parler, tant des fois dans les cours que dans les précédents livres. En particulier, ce qui est additionnel, c'est aussi la revalorisation de la codification des ventouses, avec un graphisme d'application, c'est-à-dire qu'on va avoir des images qui vont véritablement dénommer la ventouse simple, que j'appelle VS, la ventouse scarifiée, VSC. Donc sur chaque schéma,
en fonction d'une pose qui a connotation mécanique, la ventouse a une couleur. Si c'est sur une pose où il y a une émergence neurologique, où la ventouse est appliquée, la ventouse est en jaune, et ainsi de suite. Donc il y a aussi cette clairvoyance clinique qui saute aux yeux dans les protocoles thérapeutiques. Mais il y a aussi certaines choses qui apparaissent, qui étaient insuffisantes dans les précédents livres, étayés dans la médecine du sport, puisqu'au dernier jeu de Rio, quand Michael Phelps est apparu sur le bord de piscine avec des marques de ventouse sur les épaules et ailleurs, ça a déclenché un tsunami médiatique. Moi, le lendemain matin, chez moi, j'ai été assailli de 14 demandes d'interviews de différents médias nationaux et internationaux qui se posaient des questions sur le principe de cette technique. Il est bien entendu que j'ai été content de les informer avec la rigueur que vous me connaissez, et en aucune manière je ne voulais qu'on interprète ça comme de l'ésotérisme. Donc, dans le troisième livre, j'ai détaillé tous les protocoles de pose dans les compressions canalaires. Je détaille ça d'une façon beaucoup plus importante que ce n'était fait auparavant. J'ai insisté sur cette partie de la médecine du sport. J'ai aussi un petit peu réactualisé les pathologies viscérales, gynéco, digestives, respiratoires. Je parle un peu plus de la spécificité des supports cutanés additionnels à une ventouse qui vont par synergie en augmenter l'efficacité de cette dualité action vasculaire de la ventouse, plus par exemple support d'huile essentielle adaptée, vasculaire, anti-inflammatoire, respiratoire ou autre. Donc tout ça va être détaillé, et surtout je détaille aussi des modalités d'application des protocoles psychosomatiques. Ça n'existait pas avant dans les précédents livres. Comme moi j'utilisais ça d'une façon automatique, c'est peut-être un oubli dans les précédents livres d'ailleurs de ma part, étant donné que cette automatisation était pour moi évidente, mais elle avait été oubliée. Donc je parle de cette application avec des spécificités d'huile essentielle pour plus une action sur le psy, et surtout je parle aussi, c'est un peu en analogie du cours de kiné chinoise que je fais de la clinique des 5 éléments, je vais parler de l'action des ventouses posées dans une véritable horlogerie saisonnière. Ce nouveau livre ne rend pas obsolète les deux précédents, parce que je pense que tu ne te répètes pas. Il y a des éléments dans chacun des autres volumes qui viennent se rajouter. Absolument. Et qui donnent une base pour qu'on puisse bien comprendre celui-ci. Le livre est fait comme mon cours. Ceux qui ont fait mon cours savent qu'il y a une progression pédagogique. On commence du plus simple pour aller au plus fort. Vous ne pouvez pas prétendre conduire une Maserati si vous ne savez que conduire une Trabant. Donc, à partir du moment où, même pour le livre est fait d'une façon très particulière. Nous avons opté pour la disposition de l'anatomie morphologique. Si vous ne l'avez pas lu, vous ne comprendrez pas le suivant. Donc, chacun est libre de lire comme il le veut, de picorer par-ci par-là, mais je dirais que ce n'est pas la bonne méthode. Commencez du début parce que les informations sont chronologiquement et pédagogiquement importantes. Daniel, ça fait plusieurs années qu'on collabore, qu'on organise des formations, qu'on forme des thérapeutes, des médecins. Qu'est-ce que tu entrevois comme avenir et comme futur pour cette incroyable médecine des ventouses? Pourquoi j'ai fait ce troisième livre? Justement parce que j'avais oublié certaines choses et que je voulais que tous ceux qui sont formés possèdent ces choses. Parce que tous les gens formés, tous ces thérapeutes formés vont être, eux, les promulgueurs de la méthode. Et j'espère qu'ils auront perçu tout l'enthousiasme et la rigueur avec laquelle je la concevais, procédés et méthodologie que je veux qu'ils retransmettent d'une façon analogue.
tant dans leurs soins, mais pourquoi pas pour informer aussi des gens qui veulent se former par la suite. Je maîtrise des choses, mais c'est aussi ce but-là que je souhaite poursuivre. La transmission. Absolument, avec un grand T. Je te remercie pour tout ce que tu m'as transmis au fil de ces années qui ont rendu ma pratique en tant que thérapeute excellente. Eh bien, j'en suis d'autant plus content parce que c'était un aspect réussi. Merci.